Chapitre 4. Ta véritable nature. La jeune femme ne posa pas plus de questions que cela et demanda au père de famille de s'asseoir dans une des salles d'attente mises à la disposition des patients. Lithos acquiesça de la tête avant de se diriger vers l'un des sièges. Quelques minutes plus tard, il fut appelé par la même femme qui l'invita à se rendre dans une des salles du laboratoire. Il donna le prélèvement de cheveux de son fils, tandis qu'une infirmière vint faire le sien. Il remercia ensuite le personnel et un rendez-vous lui fut donné dans 2 semaines. Surpris de la rapidité du travail, ce fut avec un sourire crispé que le grand homme sortit de l'endroit. Son retour chez lui fut assez calme, même si son cœur ne pouvait s'empêcher de se remplir d'inquiétude et de peur. Pendant ce temps, à l'université de la ville, Mithéas et Phyllis sortaient de leur dernier cours de la journée, le corps fatigué. Le fils Léos se dépêcha de dire au revoir à son ami, avant de rapidement aller prendre son bus et rentrer chez lui. Depuis ce matin, son corps se comportait étrangement. Il n'avait pas voulu inquiéter son meilleur ami en lui parlant de cette sensation de brûlure dans son être. Mais plus les heures passaient, plus il lui était difficile de la supporter. Il espérait vraiment arriver chez lui et pouvoir se reposer. Mais quand un flash de son rêve de la veille le frappa, il sentit une bile amère traverser sa gorge. Il avait le corps et l'esprit à bout. Mais il savait que le sommeil n'était pas la solution qui pourrait le soulager. Au contraire. Le chauffeur signala son arrêt et le jeune homme descendit, dandinant de tout son être, jusqu'à atteindre la dernière marche du bus. Il traversa les rues de la cité où il vivait, avant d'arriver enfin devant la porte de sa demeure. Il finit par entrer, malgré ses doigts tremblants, qui peinaient à tenir les clés de la maison. Son corps finit par traverser le pas de la porte de sa chambre et il retrouva enfin la douce sensation de ses draps. Il ferma les yeux, mais aucun repos ne prit la peine de se présenter à lui. Et la même sensation de brûlure s'intensifia dans son corps entier. Il se tordait un peu plus fortement, sentant ses forces le quitter. Il se força alors à fermer les yeux, mais rien ne changea. Son être se voyait toujours tourmenté par toutes ces sensations qui le dominaient. Cependant, il finit par trouver grâce devant le sommeil, se laissant tomber dans un repos temporel. Quelques coups à la porte se firent entendre, mais le corps encore enroulé sous les draps n'avait pas la force de se lever. « Mithéas, c'est moi. Tout va bien? Tu ne descends pas ?» demanda la mère de famille. Diarès fit face au silence de son fils, avant que la porte ne s'ouvre sur un Mithéas au visage tordu par la fatigue, et peut-être même plus. Il suivit sa mère dans un silence mortuaire, descendant calmement les marches de l'escalier qui trônait fièrement au salon, avant d'aller s'installer sur l'une des chaises qui composaient l'espace à manger. Toujours dans cette même ambiance morose, la mère vint s'asseoir avec, pour finir, le père qui lui aussi arborait une mine fermée. Le repas servi, les bouches se mirent à remuer avec peu d'enthousiasme jusqu'à ce que Lithos se lève et se retire de table. « Mon cœur, tu manges déjà plus? Y a-t-il un problème ?» demanda l'épouse inquiète. « Rien de particulier.
J'ai juste eu une journée difficile. J'ai besoin de repos, répondit l'homme avant de continuer son chemin. Un petit soupir se fit entendre chez la femme et elle se concentra à nouveau sur son repas. Le fils de la famille était resté silencieux devant cette scène, ne sachant quoi faire. Après avoir terminé son repas, il se leva à son tour pour se rendre à sa chambre, laissant sa maternelle seule devant son repas. En seulement quelques minutes, le jeune homme avait pris sa douche et se trouvait maintenant dans son lit, engageant encore une fois une nouvelle conversation avec son plafond. Il avait encore vu le néant après le jardin dans sa petite sieste de cet après-midi, et la sensation désagréable dans son être refusait de le quitter. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il aurait dû se réjouir de ne plus avoir affaire à ce royaume. Il devrait se montrer reconnaissant que tout ceci soit enfin terminé, mais ce n'était pas le cas. L'être maléfique le suivait toujours, et Mithéas avait ce besoin inexplicable de revoir ce prince à la chevelure azur. Dans l'espoir faible de pouvoir retrouver l'univers de ce royaume, le jeune homme ferma les yeux, mais cette fois encore, le sommeil ne vint pas. Et Mithéas essaya encore et encore, jusqu'à ce que la lueur du grand astre décide de faire son entrée dans sa chambre, annonçant une nouvelle journée sombre. Et de cette journée s'entama une nouvelle semaine, une semaine encore pleine de silence et de doute, une semaine qui appela sa jumelle, venant peu à peu plonger les Léos dans une vie fade et désunie. Un nouveau jour s'était levé, un jour qui ne semblait pas bien différent des autres. Enfin, c'était ce que pensait Léos, quand un appel téléphonique vint tout changer. Sonnerie téléphonique. Allô? Ici Luna des laboratoires de Mariatis. Je parle bien à Monsieur Léos? Demanda une voix féminine à l'autre bout du fil, faisant rater un battement de cœur au grand homme. Oui, c'est bien moi. Les résultats sont-ils déjà disponibles? S'empressa de demander le père de famille, se levant de la chaise de son bureau. Oui, vos résultats sont bien disponibles. Vous avez eu de la chance. Le laboratoire n'était pas vraiment noyé sous énormément de boulot, déclara la jeune femme d'une voix douce. Quand est-ce que je pourrai les avoir? Eh bien, maintenant même, si vous le pouvez. Le laboratoire est ouvert. À cette phrase, le cœur de Lytos se remplit de joie, mais aussi de stress. Il avait passé les 2 dernières semaines à passer au crible ces différentes possibilités de réaction dans les éventualités qui s'offraient à lui. Mais rien de tout cela ne rivalisait avec son état actuel. Ses jambes étaient comme gelées, mais celles-ci avancèrent jusqu'au véhicule couleur noire. Et Léos entama le trajet qui allait déterminer sa vie future. Dans ce laps de temps, au laboratoire de la ville, le médecin en chef vint à la rencontre de la réceptionniste, le visage dénué de son sourire habituel. Monsieur Lytos est-il là? Pas encore, docteur, mais il m'a fait savoir qu'il se mettait en route. Voulez-vous que je vous informe à son arrivée? Oui, faites cela. C'est vraiment important, répondit l'homme, le regard pensif. L'homme retourna à son bureau, attendant patiemment l'arrivée de son patient. Environ une vingtaine de minutes passa et son attente arriva finalement à terme. Un petit toc au niveau de la porte lui fit comprendre que sa secrétaire était de l'autre côté de la barrière. Et ce fut avec une voix emplie d'impatience
qu'il cria un « Entrez !» « Docteur, Monsieur Léos est en salle d'attente, » déclara la jeune femme. « Merci bien, je vais personnellement le recevoir. Vous pouvez disposer. » L'homme à la chevelure d'un gris cendré se leva de son siège et suivit la voie du couloir de son bureau pour se présenter de son mètre 80 devant le père de famille qui croyait mourir sous tant de stress. « Bonjour, Monsieur Léos. Je suis le docteur Olympio et je suis vraiment ravi de vous rencontrer. » Commença l'homme en blouse blanche. « Je pense que nous serons plus à l'aise dans mon bureau. » Troublé par cette invitation, Lithos n'eut même pas le temps de formuler une pensée qu'une main dans son dos le poussa vers le chemin étroit qui était le précédent couloir. Son cerveau n'arrivait pas à assimiler l'idée qu'il devait rencontrer le médecin en chef du laboratoire pour un simple résultat. Mais le père de famille mit cela sur le compte d'un service professionnel et d'un certain respect de la vie privée du patient. Ce fut avec cette pensée que son corps entra finalement dans le bureau du médecin, qui lui offrait avec amabilité un siège pour s'asseoir. Le docteur Olympio revint ensuite à son siège avant de sortir une grande enveloppe d'un des tiroirs de son bureau. Un sourire se présenta sur son visage avant que sur un ton excité, avec un semblant de calme et de sérénité, il ne prenne la parole. « Ne soyez pas stressé. Je suis sûr que, quel que soit le résultat, tout se passera bien pour vous. » Toujours aussi confus par les mots du médecin, Lithos ne put que rester silencieux. Il ne comprenait pas vraiment comment est-ce que le fait que Mithéas n'était peut-être pas son fils pouvait être qualifié de bien. Mais il gardait toujours son calme. « Je veux vraiment savoir si je peux faire confiance à ma femme. À nouveau, docteur. Alors, ce papier est vraiment important. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer de façon aléatoire, en vous laissant lire les résultats. Et après, nous parlerons de la partie intéressante, » déclara le docteur avec un sourire narquois sur ses lèvres. Lithos prit l'enveloppe qui lui était tendue et d'une main tremblante, il la décacheta. Le père de famille pouvait maintenant lire le petit charabia du début, exprimant et montrant les correspondances en chiffres des deux échantillons. Mais son regard s'empressa de se diriger vers le bas de la feuille qui indiquait « Les chiffres suivants indiquent que la correspondance entre les deux échantillons est 2. » Ne vous focalisez pas sur ces chiffres. Il y a quelque chose de plus extraordinaire avec l'échantillon que vous nous avez envoyé, expliqua l'homme en blanc. Votre échantillon est normal, mais celui de la deuxième personne sort complètement de tout ce que l'humain a pu voir depuis la nuit des temps. Qui est cette personne? Votre fils? Demanda aveuglément l'homme, ne tenant pas compte des larmes qui dévalaient sur les joues du quadragénaire. Le médecin l'avait coupé dans sa lecture, mais cela n'avait pas empêché ses yeux de voir la suite et la fin des résultats. 0%. Les échantillons ne présentent aucune similarité. Mithéas n'était donc pas son fils. Désarès lui avait donc menti. Après tant d'années de vie commune, de mariage, celle qu'il avait placée au-dessus de tout l'avait brutalement trahi. Mais écoutez-vous, cette trouvaille est révolutionnaire. Cette génétique n'est pas humaine. Je fais des recherches sur une possible vie et existence d'une autre race que celle des humains. Et cet échantillon est une preuve irréfutable, continua le docteur Olympio, comme étant
comme étant plongé dans une soudaine transe. Vous devez m'aider. J'ai besoin d'examiner cette personne. Ne vous laissez pas abattre par les résultats. Pensez grand. Vous pouvez vous faire énormément d'argent. Imaginez-vous en tête d'affiche des journaux, père d'un extraterrestre ou d'un être divin. C'est une opportunité en or. Finit-il par dire, les yeux brillants de cette lueur avide de gloire et de puissance. Lithos, qui était resté silencieux face à tout ce grabuge, se leva de son siège avant de prendre la direction de la porte, sans oublier la feuille sur laquelle étaient inscrits les résultats, et de sortir de là. Surpris par le manque de réaction du patient face à ses dires, Olympio sortit à son tour de son bureau, suivant l'autre homme jusqu'à la grande sortie. Je sais que vous êtes troublé par tant de révélations, alors je vais vous donner le temps nécessaire. Appelez-moi quand vous serez prêt pour une vraie discussion. Vous avez de l'or et même plus entre vos mains, argumenta le médecin avant de plonger une de ses cartes de visite dans la poche de la chemise du père Léos. Lithos ne perdit pas de temps et se rendit à sa voiture, sortant dans le même temps son téléphone pour joindre son fils. « Allô papa ? Viens au petit café du centre-ville, je t'y attendrai, » dit simplement Lithos, raccrochant rapidement de peur que les larmes qui traversaient maintenant son corps ne le trahissent en faisant trembler sa voix. Seulement, aussitôt qu'il raccrocha, le désespoir et la douleur prit le dessus sur lui. Il se laissa sombrer, criant sa douleur, son désespoir. Mithéas n'était pas son fils. Sa femme avait osé tourner le dos à tant d'années d'amour. Était-ce lui le coupable de tout ceci? Était-ce parce qu'il n'avait pas pu lui donner d'enfant durant toutes ces années? Toutes ces questions et ces idées tournoyaient dans son esprit, n'arrangeant rien à son état déjà déplorable. Il pleurait encore et encore, se demandant à quel moment il avait fauté, à quel moment avait-il failli dans l'expression de son amour. Il avait en l'espace de quelques secondes refait le film de leur vie, et tout n'avait maintenant qu'un goût amer. Il ne sentait aucune once de force en lui. Mais il se devait de voir son fils. Il se devait d'avoir plus d'explications sur la source de cette question. Le quadragénaire se ressaisit alors et commença sa route. Après quelques bouchons qui augmentèrent le temps initial du trajet, il arriva enfin devant l'enseigne du café, entrant rapidement pour aller retrouver celui qui était, il y a peu, l'os de ses os, la chair de sa chair. « Ici, papa » fit une voix un peu lointaine qui n'était nulle autre que celle de Mithéas. Lithos inspira grandement et avança enfin vers son fils. Il arriva enfin, tira la chaise à sa portée et il s'assit. Son regard, qui pensait pouvoir affronter celui du jeune homme en face de lui, se montrait maintenant fuyant. Il ne savait pas comment aborder le sujet maintenant qu'il était devant Mithéas. Il sentit l'envie de se lever et de s'en aller au loin, sans un regard en arrière. Mais dans un même temps, l'homme voulait avoir des réponses, et Mithéas était le premier à pouvoir les lui donner. « Tu as pleuré? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman? Elle va bien? Elle est à l'hôpital ?» s'empressa de demander le jeune étudiant, complètement paniqué. Jamais en 18 ans, il n'avait vu son père couler ne serait-ce qu'une seule larme. Cet homme était son modèle, un pilier pour leur famille. Alors voir les yeux maintenant rouges et bouffis de son paternel réveillait en lui une douleur incommensurable. « Papa, que se passe-t-il, s'il te plaît?
Je peux faire quelque chose? Qui est cet homme qui t'a dit que je n'étais pas ton père? Où est-il? Demanda le père, regardant le jeune homme avec un regard triste. Mithéas resta silencieux face à cette question inattendue. Il aurait tout espéré venant de son père, mais pas que celui-ci lui pose une question sur le prince Azur. Une part de lui était inquiète, mais son être se réjouissait dans le fait de savoir que son père croyait en lui. Seulement, cette soudaine croyance réveillait encore une autre interrogation. Pourquoi demander cela maintenant? Avait-il aussi eu un rêve sur le royaume? Pourquoi cette question, papa? As-tu vu quelque chose? Tu n'es plus un enfant. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, Mithéas. Quand tu as posé la question à ta mère, mon esprit n'a plus jamais été en paix. Alors, je devais trouver une solution, expliqua Lithos, sortant l'enveloppe du dessous de la table. Qu'as-tu fait, papa? Demanda Mithéas, inquiet de la tournure des choses. Un test ADN. Je te laisse découvrir les résultats. Finit par dire le père, présentant l'enveloppe à Mithéas. L'étudiant prit l'enveloppe, se dépêchant de l'ouvrir et de découvrir la grande feuille. Il lut les détails présentés sur la fiche blanche qui lui indiquait combien de fois, au fur et à mesure que ses yeux descendaient vers la fin, il était différent de celui qu'il avait toujours considéré comme son père. Et quand il lut la dernière phrase en gras, il vit son monde s'effondrer sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas, dit-il, ne voulant pas accepter cette réalité. Je suis aussi troublé que toi, et c'est pour cela que je suis là en face de toi. Je veux comprendre pourquoi tu n'es pas mon fils, pourquoi ton ADN est différent de celui des humains, pourquoi le médecin me parle d'extraterrestre, d'être divin. Explique-moi, Mithéas, qui es-tu? S'emporta Lithos. Le jeune homme resta silencieux devant la détresse de son père. Lui aussi n'avait pas de réponse à tant d'interrogations. Il ne savait rien, et pire encore, il ne pouvait plus rien savoir, car il n'avait plus accès au royaume. Il ne pouvait plus rencontrer le prince Rakia. Je ne sais pas, papa. Je ne sais rien, répondit finalement Mithéas, abattu. Tout est en rapport avec ce rêve que je fais depuis petit. C'est dans cet endroit que j'ai rencontré cet homme. Je vous ai déjà expliqué tout ceci, papa. S'il te plaît, Mithéas, s'il te plaît. Je sais que je ne suis pas ton véritable père, mais j'ai besoin de savoir pourquoi la femme que j'aime m'a trahi. Je ne sais rien, papa. Je te le promets, insista le fils, tentant de prendre la main de son père pour exprimer sa sincérité. Alors demande des explications à ta mère, car j'ai besoin de réponses, déclara le père de famille avant de se lever et de prendre la direction de la sortie. Mithéas eut le réflexe de se lever à son tour et de courir derrière son père pour tenter de le rattraper. « Papa, où vas-tu? Nous devons aller la voir ensemble. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça. » Je ne peux pas rentrer maintenant. J'ai besoin de quelque temps hors de tout ceci. Je compte sur toi pour avoir les réponses. Tu en as plus besoin que moi, dit calmement le plus âgé, qui se tourna complètement pour faire face à son fils. N'oublie pas une chose, tu restes mon fils et je serai toujours là pour toi. Mais j'ai peur de ce que je pourrais entendre. J'ai besoin de temps. Le fils regarda son père s'éloigner, le cœur serré de douleur. Il ne pouvait pas s'imaginer que sa simple question causerait autant de dégâts.
et pire encore, que le prince Rakia avait raison sur sa paternité. Maintenant, une grande question s'imposait à lui. Qui était-il et pourquoi son père lui parlait-il d'être divin et d'extraterrestre? La voiture était maintenant loin sur la route et les yeux de Mithéas furent épuisés de regarder un point vide et lointain. Il se tourna donc et prit la route de sa maison. Il ne savait pas comment allait se passer sa rencontre avec sa mère, mais il devait, comme son père, avoir des réponses à toutes ces questions. Le bus prit, le jeune homme arriva chez lui, se dépêchant d'aller retrouver sa mère dans sa chambre. Il la savait à la maison, vu qu'elle lui avait annoncé le matin même qu'elle travaillerait de la maison. « Maman, maman !» hurla le jeune homme, montant rapidement les marches d'escalier. « Mithéas, que fais-tu là à cette heure? N'as-tu pas cours ?» demanda la mère, surprise et inquiète. Le dit Mithéas ne prêta pas attention aux mots de sa mère et s'introduisit dans la chambre parentale. « Qui suis-je, maman? Qui est mon père ?» commença Mithéas, se sentant déjà à bout. « Pardon? Nous avons déjà parlé de ceci, Mithéas. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu as raté les cours juste pour ça? Tu dois te concentrer sur ton avenir. » Comment veux-tu que je me concentre sur mon avenir quand je ne sais même pas qui je suis? Papa a fait un test ADN et je ne suis pas son fils. Alors, je veux savoir, maman, qui est mon père? Finit par dire le fils Léos, présentant l'enveloppe qui contenait les résultats sous les yeux de sa mère. Complètement abasourdie face aux mots de son fils, la mère de famille tendit lentement sa main vers l'objet pour en connaître son contenu. Elle l'ouvrit calmement devant un jeune homme qui ne tenait plus en place et lut tout ce qui était inscrit dessus. Au fur et à mesure que DRS examinait le document, elle ne pouvait empêcher ses yeux de se remplir de larmes, et ce fut le début du cauchemar. Quand elle lut la dernière phrase en fin de document, ses jambes perdaient de leur force, mais elle ne pouvait pas se permettre de flancher maintenant. Son cœur avait cessé de battre, mais elle ne pouvait pas se permettre de ne plus vivre. Elle avait besoin de voir son époux. Elle avait besoin de lui expliquer cette situation qu'elle-même ne comprenait pas. Jamais elle ne l'avait trompé. Jamais elle n'oserait mettre un tel déshonneur sur leur famille. Mithéas était leur fils, le fruit de leur amour. Il devait sûrement y avoir une erreur de calcul. Il devait reprendre les examens. Il y avait forcément une explication à tout ça. Maman, où est ton père? Où est-il? Je dois lui expliquer. Il y a sûrement une explication à tout ceci. Tu es son fils. Jamais je n'ai connu d'autre homme que lui. Pleura DRS, n'arrivant plus à respirer convenablement. Papa est parti. Il a dit avoir besoin de temps, déclara calmement l'étudiant, regardant sa mère d'un œil triste. Parti? Parti où? Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Mithéas? Je te dis ce que je sais, contrairement à toi, maman. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Répliqua le fils. Je vous dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Finit par dire DRS, laissant son corps tomber sur le lit, soudainement épuisé. Que s'est-il passé avant ma naissance, pendant la grossesse? Pourquoi ont-ils dit à papa que je ne suis pas humain? À ces mots, DRS ferma juste les yeux, ne comprenant pas toutes les informations qui parvenaient à son cerveau. Et à ce moment-là, comme un saut dans le temps, un souvenir lui revint. Elle se souvint de cette nuit où elle avait eu énormément de mal à dormir. Du haut de ses 4 mois de grossesse, la femme se tournait et se retournait dans son lit, cherchant avec ardeur le sommeil, quand une lumière étincelante et immaculée apparut juste en face d'elle, la plongeant dans une transe immédiate. Elle baissa les yeux
ne pouvant faire face à la silhouette gigantesque qui se dessinait dans ce luminaire plus puissant que tout. Pendant qu'elle s'attendait à un mot ou une phrase qui pourrait confirmer qu'elle n'était pas sujette à des hallucinations, la jeune femme sentit une sensation fraîche prendre possession de son corps, une sensation semblable au froid de la neige, au contact de la peau. Et, en un instant, tout redevint normal. DRS ouvrit rapidement les yeux, espérant avoir une bribe de l'apparence de cet être qui avait pénétré dans sa chambre. Mais elle fut surprise de faire face au mur et à l'armoire habituelle de la pièce, qui n'avait pas bougé d'un poil. DRS Léos n'était pas croyante, mais elle était sûre qu'il y avait une force suprême, un être au-dessus de tout, qui était responsable de tout ce qui arrivait sur la terre. Alors, cette expérience confirmait ses pensées. Cependant, elle trouva le moyen de mettre toute cette scène sur le coup de la fatigue. De retour dans le temps présent, la mère de famille observa son fils, comme si celle-ci venait d'avoir une illumination. Elle se leva du lit et s'avança vers lui, le regard comme ailleurs. Elle se souvenait maintenant de tout. Une échographie avait été faite lui annonçant qu'elle attendait une fille. Seulement, après cette scène, la prochaine échographie montra que l'enfant était un petit garçon. La gynécologue l'avait rassurée sur le fait que cela arrivait bien souvent. Mais était-ce réellement la véritable explication à tout ceci? Elle avait toujours cru les mots du médecin. Mais aujourd'hui, avec les mots de son fils, elle se voyait reconsidérer toute chose. Serait-il possible que sa rencontre cette nuit-là soit la raison derrière la génétique inhumaine de son fils? Serait-ce l'être mystère, qui avait remplacé son enfant par quelqu'un d'autre? Mais comment? Comment cela était-il possible? Non, elle devenait sûrement folle. Personne ne croirait en une telle explication. Mithéas, qui était silencieux face à la main de sa mère, qui passait encore et encore sur son visage, finit par reculer de quelque part, sentant son absence de réponse comme un poignard dans le dos. « J'ai juste besoin de réponse, maman. Nous avons besoin de la vérité, » dit Mithéas, la voix faible. Un soir, j'étais à 4 mois de grossesse à peu près, et une lumière est entrée dans la chambre, commença la mère, ayant perdu toute raison d'être rationnelle à cet instant précis. Je ne sais pas comment, mais quelque chose s'est passé dans mon corps, et alors que le médecin avait annoncé que tu étais une fille, après cet incident, à la prochaine échographie, on nous a annoncé que tu étais en fait un garçon, dit-elle, levant les yeux pour voir la réaction de son fils. Nous n'avons pas prêté grande attention au genre, parce que nous allons enfin avoir un enfant. Je sais que cela peut paraître fou, mais je pense que c'est la raison pour laquelle tu es différent. Finit-elle, s'attendant au rire moqueur de son fils face à ce récit absurde. Comment était-il? Demanda Mithéas sous le regard choqué de sa mère. Tu me crois? Interrogea-t-elle encore sous le choc. Oui, maman, je te crois. S'il te plaît, te souviens-tu de comment était cet être? C'est très important, maman. Je ne l'ai pas vu. Je ne pouvais pas lever la tête. Tout était juste blanc et j'ai vu comme une cape blanche aussi. Finit-elle par dire, essayant de se souvenir au mieux de cette scène. Merci, maman, dit le jeune homme, sortant à pas lents de la chambre. Il ne savait pas vraiment ce qu'il avait l'intention de faire, mais il sentait comme le besoin de retrouver le prince Azur. Seulement, il ne savait pas comment s'y prendre. Il alla donc s'enfermer dans sa chambre, se mettant à crier de frustration. Il n'avait plus accès au royaume. Alors Domi ne servirait à rien. Mais que faire? Il tournait en rond dans sa chambre, et dans un élan de désespoir, il cria. « C'est bon, ô grand prince aux cheveux azur,
tu as gagné. Tu avais raison et j'avais tort. Je sais que tu es sûrement en colère, mais j'ai besoin de te parler. C'est urgent, dit-il, levant les yeux au plafond, comme espérant que le prince sorte de là. Il attendait encore un moment, mais rien ne se passa. Il insista encore et encore, criant de plus en plus fort, pensant avoir trouvé la bonne technique. Sa voix voyageait dans les airs jusqu'à épuisement et son corps s'écroula au sol, son faciès baigné de larmes. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir qui je suis. Je vous en supplie, j'ai besoin de savoir d'où je viens, pleura-t-il, se plongeant dans une immense tristesse. Et pendant qu'il perdait peu à peu espoir, une brise entra dans la pièce et Mithéas leva la tête pour faire face à un être semblable au garde qu'il avait rencontré lors de sa visite dans le royaume du prince Azur. Mithéas n'eut même pas le temps de formuler une phrase que l'être lui dit. Vu que ton cœur a cherché mon prince dans la sincérité, il décide de te permettre de le rencontrer. Dors en paix. Et à cette phrase, les yeux de Mithéas se fermaient.